que c'est votre entendement? Oui, oui, non seulement notre entendement, mais ça rentre dans les normes, dans les principes par rapport aux opérations électorales. Il y a toujours un délai, après avoir clôturé, de 15 jours qu'il faut ajouter pour les délais qu'on appelle les délais de récupération, pour s'il y a eu pas de doublons, s'il y a eu des cartes abîmées, s'il y a eu la personne qui a perdu sa carte, s'il y a eu déjà qui avait des jetons, parce qu'au jour de clôture, il peut y avoir 30, 40 personnes, ou 50 même, ou 3 ou 2, qui ont reçu les jetons la veille mais qui n'ont pas été enrôlés. Il va de soi qu'il faut qu'on puisse proroger, qu'on puisse donner ces délais-là de récupération. Généralement, ça prend 15 jours. Évidemment, pour des centres qui ont ouvert avec un retard, ils peuvent encore ajouter 2 ou 3 jours de plus de 15, mais les 15 jours-là rentrent dans les principes en termes de délais qu'il faut ajouter après la clôture réelle. Et donc, concernant la première observation, le temps imparti était minime. On a ajouté combien? 25 jours? On a ajouté 25 jours et il y a toujours 15 jours de dérogation qu'il faut. Donc vous avez été écoutés? Oui, oui, ça il faut saluer la CENI pour cela qui nous ont écoutés. Et nous pensons que cela va se faire pour les autres aires opérationnelles, l'ère opérationnelle 2 et 3. Et donc il va falloir qu'on tienne compte de cet aspect-là. Et là, il faut saluer le fait que la CENI ait prêté oreille attentive sur base de ce nous avons recommandé, et d'ailleurs qui était généralement une recommandation de l'ensemble des requérants. Très bien. Mais dans certains centres comme en Célé, on a fait état justement des bureaux dans lesquels, 3-4 bureaux dans lesquels les machines n'étaient pas opérationnelles. Ce n'est pas un souci, une panne. Et ça fait comme ça 3 jours, ainsi de suite. Et certains nous ont envoyé les messages parce que les chefs des centres ont fait rapport ou avaient fait rapport, mais vraiment sans réaction. Nous avons fait parvenir ces messages à la CENI. Bon, dans les réponses, nous allons nous y atteler, les services compétents. Des cas comme ça, dans lesquels les machines n'ont pas été fonctionnelles ou opérationnelles à full time, est-ce que ce sera une situation récupérable pendant ce temps ce délai que vous appelez délai de grâce? Oui, oui, un délai de dérogation, comme on l'appelle dans les jargons de ces... Donc, je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire pour cela. D'autant plus qu'il y a 2 raisons principales. D'abord, l'enrôlement ou l'identification, c'est un droit pour chaque citoyen congolais, s'il faut dire ainsi. Donc, la CENI n'a aucun intérêt de laisser des gens qui ne sont pas enrôlés dans cette ère opérationnelle et qui sont présents à Kinshasa. Donc ça, nous allons y veiller sérieusement. S'il y a des cas ou des personnes qui sont dans la tranche, qui sont dans la fourchette et qui doivent être enrôlés et qui ne sont pas enrôlés à cause de la CENI, on regarde effectivement, on trouve que c'est la faute du côté de la CENI. Donc on va y veiller et je crois que ces cas-là, nous allons faire un monitoring et nous allons transmettre à la CENI pour que finalement elle puisse répondre à des questions pareilles. Il n'y a aucun intérêt également pour la CENI de pouvoir clôturer, de pouvoir mettre vraiment hermétiquement pour dire non, on ne va plus enrôler les gens parce que les machines qui ont été, c'est vrai, c'était un problème réel, il y a eu des machines qui étaient tombées en panne tout le temps, mais le fait qu'on commence à récupérer, le fait d'ajouter ces délais, le fait de prendre cette dérogation, on est convaincu qu'il n'y aura pas un électeur, puisqu'on ne l'est pas encore, il n'y aura aucun requérant qui va rester en dehors du fichier électoral qui va être produit dans la zone opérationnelle aujourd'hui. Évidemment, en dehors de ceux qui ont appelé, je sais qu'il y a les FCC qui a appelé à ne pas se faire enrôler. Si des cas pareils, pour des raisons personnelles liées à la politique de leurs convictions ou de leurs membres, ça c'est une autre manche de questions. Mais pour des citoyens congolais, pour des compatriotes, pour des requérants qui veulent vraiment se faire enrôler, nous pensons et nous allons y veiller que la CENI ne puisse laisser aucun requérant en dehors pour ne pas l'enrôler, même pour les centres où il y avait des machines. Le fait d'avoir tenu compte du délai, on est convaincu que les choses vont aller pour constituer un fichier électoral global et inclusif. Chirouza, il y a eu beaucoup de recommandations que vous aviez formulées à l'endroit de la CENI quelques jours ou quelques semaines après le début de ces opérations. On peut y revenir. En quoi est-ce que la CENI a répondu, au-delà de ce point que vous avez soulevé, a répondu positivement à vos attentes?
Et quels sont justement les points qui n'a pas pris en compte? Oui, on va y aller. Ça, c'est le premier élément en ce qui concerne les délais. Il y a l'élément en rapport avec la sensibilisation. Nous avons vu qu'ici à Kinshasa, le jour du lancement de cette opération, c'était un lancement timide. Il n'y avait pas de banderole, il n'y avait pas de sensibilisation, il n'y avait aucun mécanisme qui pouvait permettre aux gens de savoir où est-ce qu'ils doivent se faire enrôler. Mais disons qu'on essaie d'observer, on est en train de suivre. C'est plutôt les requérants qui ont été en pré-campagne électorale. Les requérants. Oui, on va y arriver. Ça, c'est un défaut de la CENI et nous sommes en train d'y veiller. Ce qui fait qu'il y a des dérapages, ce qui s'est passé dans la province, ce qui s'est passé à Kindu, au Maniema, en rapport avec l'enrôlement d'un haut cadre de l'ensemble. C'est la faute est partagée, on va y revenir. Mais nous disons que la sensibilisation, il y a quand même un brin d'espoir pour les aires opérationnelles qui suivent. Et c'est là où je voulais dire à ceux qui nous suivent ou à ceux qui sont près de la CENI, à ceux qui peuvent être écoutés par Kadima. Quand nous faisons des observations, quand nous faisons des analyses, c'est pour le bien, c'est pour le bon fonctionnement de l'opération. Aujourd'hui, quand même, on sent que ailleurs, la sensibilisation a été quand même un peu donnée, contrairement à Kinshasa. Et donc, l'autosatisfaction sur laquelle la CENI était assise... Ça n'a pas été observé à Kinshasa, mais non, on a pris en compte votre observation, recommandation dans les autres aires opérationnelles. Oui, donc, c'est satisfait. Oui, ça, il faut reconnaître quand même qu'il y a eu la sensibilisation dans l'ère opérationnelle A0D, A03 de l'Est. On sent quand même que la CENI est en train de se réveiller petit à petit. Cependant, ce qui n'a pas été suivi, et c'est là où nous continuons à insister, la CENI n'arrive pas à installer ou à instaurer ou à mettre sur pied un cadre de concertation formel entre les parties prenantes. Un cadre de concertation... Concrètement, vous voulez quoi? Parce que je l'ai suivi il y a quelques jours en Afrique du Sud. Il a été avec les partis politiques, il a été avec les autres membres de la société civile qui sont en dehors du pays. C'était une réunion au cours de laquelle plusieurs questions ont été soulevées. On y arrivera. Concrètement, qu'est-ce que vous appelez cadre de concertation formelle? Voilà. Ce que vous venez de parler là, c'est une séance de sensibilisation, effectivement, qui rentre dans ce que je venais de dire que la CENI a amélioré. Mais un cadre de concertation formelle, c'est au cours de ces cadres-là où il faut qu'il y ait, soit avec les acteurs de la société civile, spécialement ceux qui sont dans la thématique électorale, surtout éducation civique électorale, ceux qui sont inclus dans l'observation électorale. Il faut un cadre de concertation femmes, genre, il faut un cadre de concertation des personnes vivant avec handicap, un cadre de concertation avec les hommes politiques, et dans chaque cadre de concertation... Sans oublier les médias. Sans oublier les médias, effectivement. C'est au cours de ces cadres de concertation-là qu'on arrive à échanger clairement sur les problèmes clés liés à chaque spécificité, liées à chaque catégorie de personnes impliquées dans l'opération d'identification et enrôlement des électeurs. Concrètement... On n'appelle même pas les patrons des organes des médias, presse écrite, audiovisuelle, en ligne. On les appelle même pas pour une sorte de passerelle, de collaboration entre la CENI et ces médias pour dire, bon, on doit être ensemble, on n'a même pas assez de moyens, mais on a besoin de votre accompagnement. Il n'y a pas ça. Effectivement, et c'est ce qui constitue la faille la plus grave de la CENI, qui crée même la méfiance dans les processus. Il n'y a pas un souci de remise en confiance des principaux partenaires, principales forces qui participent dans ce processus électoral. Kadima est géré médiatiquement ou est géré comme un privilège d'un groupe de gens. Effectivement, je pense que ceux qui l'entourent, malheureusement, je n'arrive pas à comprendre. Il y a quand même certains collègues avec qui on a été impliqué dans les processus électoraux passés. Il y a quand même certains spécialistes dans la communication qui l'entourent. Mais on sent que la communication de Kadima, on sait que Kadima est enfermé sur lui-même. Il est enfermé sur lui-même. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il est convaincu que tout va aller bien? Est-ce que c'est lié par rapport au fonctionnement ou Donc, difficile à comprendre. On sait que Kadima est enfermé sur lui-même. Il n'y a aucune ouverture, que ce soit du côté des médias, que ce soit du côté des acteurs, je pèse bien les mots, les acteurs majeurs du processus électoral dans notre pays. Ils sont connus en province comme ici en ville, à Kinshasa plutôt. Même au niveau des coordinations des sociétés civiles,
Kadima n'a aucune ouverture d'impliquer les coordinations des sociétés civiles dans des provinces qui jouent un rôle important, non seulement dans la sensibilisation, dans l'éducation civique électorale, dans l'observation électorale, dans le monitoring, mais également dans des propositions qu'il faut donner pour améliorer les processus. Donc, il devrait servir, comme vous venez de le dire. Les anciens de la CENI sont là, Itipo, l'autre c'est qui Itipo et les autres. Est-ce qu'il ne les écoute pas? Si il applique cette approche de bureau, ça risque de travailler contre lui aussi. Non, effectivement. Quand il aura besoin de tout le monde, il faut prendre langue avec toutes les forces, leur parler, qu'on sente que cet homme, c'est pas un populiste qu'on veut avoir, mais un homme prêt de toutes ses forces en présence. Je connais effectivement la scène. Itipo essaie de faire ce qu'il peut faire. Il est au niveau de l'exécutif, il n'est même pas au niveau de la collaboration. C'est-à-dire que la politique de la communication se décide soit au niveau de la plénière, soit au niveau du cabinet du président ou au niveau du cabinet du rapporteur qui a en charge, selon la loi organique, la question sur la communication, la formation et l'information. Donc, on sait effectivement qu'il y a un blocage. Ce n'est pas du populisme, la question électorale. Je ne cesse jamais de le dire, que c'est la deuxième question qui concerne tout le monde après les manger. La politique, on peut laisser, mais la question électorale, c'est une matière transversale où sa réussite demande qu'on puisse impliquer toutes les composantes, toutes les catégories et toutes les couches sociales. Mais dès que Kadima s'enferme sur lui-même, sur quelques conseillers, peut-être son dirkab ou son dirkaba ou une ou deux personnes, où vous trouvez même que c'est le cabinet du président qui prend même toute la plénière en otage, où on ne sent même pas l'implication des autres membres de la plénière, a fortiori ceux qui sont au deuxième niveau de l'exécutif, au niveau du secrétariat exécutif national, que ce soit la direction des mobilisations ou la direction des communications. Donc si déjà au niveau de la plénière, il se pose un problème où Kadima ou ses conseillers prennent en otage les autres membres de la plénière, donc au niveau de l'exécutif, ça pose aussi un problème. Et vous pouvez le voir, nous ne cessons jamais de le dire. Le secrétaire exécutif actuel, il est absent dans les processus, on ne le sent pas. Le secrétaire exécutif de la CENI, on ne le sent pas, il est avalé. Mais c'est un technicien. Vous voulez un populiste? Non, un technicien, effectivement, c'est celui qui devrait être impliqué dans tout ce qu'on parle de déploiement de la logistique, du contrôle et de tout ce qui se passe. Ce ne sont pas les membres de la plénière. Les membres de la plénière... Si on ne lui donne pas la chance, par exemple, de descendre sur le terrain, aller dans les différentes aires opérationnelles, pour pouvoir expliquer certaines choses, écouter, observer ces techniciens que vous appelez agents de saisie ou quoi? Des opérateurs de saisie. Opérateurs de saisie. Si il n'obtient pas les missions de descendre, où est le problème? Où est son problème? Non, effectivement, et c'est ce qui biaise tout. Puisque c'est lui qui a la pièce maîtresse, le pivot de l'opération d'identification et enrôlement des électeurs, ce n'est pas les membres de la plénière, c'est effectivement le secrétariat exécutif national, c'est-à-dire la décentralisation électorale demande à ce que le secrétaire exécutif national, le SEN ou son adjoint s'occupe, maîtrise bien ces questions-là, effectivement en déléguant une partie de leur pouvoir au secrétaire exécutif provincial qu'on appelle CEP, et les CEP à leur tour doivent déléguer ça au niveau des chefs d'antenne, et les chefs d'antenne se mobilisent maintenant dans les dispatching, dans les suivis, mais c'est qu'on ne sent pas. On sait que cette chaîne, effectivement, qui devrait commencer de la plénière au secrétariat exécutif national, en passant par les CEP, pour arriver chez les CA, les chefs d'antenne, finalement pour citer dans les centres d'inscription enrôlement des électeurs, cette chaîne a été brisée. Et il n'y a que la CENI, les membres de la plénière spécialement, le président de la CENI, qui semble tout faire. On essaie d'observer, on fait la surveillance, on regarde, on ne sent pas l'implication du secrétariat exécutif, on ne sent pas l'implication des chefs d'antenne. Partout, vous allez voir, c'est le président qui est en mission, ce sont les membres de la plénière qui sont en mission, et on ne voit pas les techniques, on ne voit pas les techniciens, on ne voit pas les hommes chevriers qui devraient être en train de suivre et qui doivent être en mesure de porter la réponse directement. C'est lui qui maîtrise la logistique, ce n'est pas le président de la CENI. Mais dès lors qu'il a brisé cette chaîne-là, dès lors qu'il étouffe tout le monde, dès lors qu'il ne permet pas aux autres d'être impliqués dans le processus, il est clair que tout va tomber sur lui. Et c'est pour cette raison que vous voyez que
tout tombe sur la tête des Kadima. Vous aviez formulé ça dans vos bien sûr, on ne sait jamais. Vous avez eu le feedback, c'est-à-dire on a accusé réception? Oui, on a accusé réception. Il vous a répondu? Non, jusque-là, on n'a pas encore reçu la réponse. On essaie d'observer pour nous qu'il réponde officiellement ou pas. L'important qu'il y ait un changement dans ce que nous sommes en train de défendre. Si on trouve qu'il y a un changement, on le dira. Il y a 2-3 aspects que je viens de vous dire. Il y a un 4e et 5e qui vont venir. Donc, si on n'arrive pas à modifier cela, si on n'arrive pas à intégrer, si on n'arrive pas à décentraliser effectivement les différentes opérations qui sont en cours par rapport au processus électoral, et donc Kadima va toujours être étouffé et tout va tomber sur lui. Mais s'il arrive à décentraliser, à ce moment-là, les charges peuvent être même allégées pour lui-même. S'il n'arrive pas à corriger, à ouvrir le processus à l'ensemble des parties prenantes, à l'ensemble des acteurs majeurs de la société civile, à l'ensemble des médias, vous jouez un rôle important. Mais est-ce que le problème n'est pas au départ le problème personnel? C'est un expert connu en Afrique australe, à la tête d'un imposant institut électoral d'Afrique australe, EISA. Mais ce n'est pas aussi un homme de terrain comme aujourd'hui à la tête de la CENI. Est-ce que le problème n'est pas à ce niveau-là? Malou, c'était un membre de la société civile, un habitué des fidèles dans des paroisses avec des messes, très actif lui aussi. Ngoï Mulunda, pasteur, Nanga, ce n'était pas aussi un populiste. À un moment donné, il s'est acclimaté, aidé par Kimbulungu, des Lions et les autres, surtout sur le plan de la communication. Est-ce que le problème n'est pas à ce niveau-là? Est-ce qu'il n'est pas en train de confondre l'EISA avec la CENI? Effectivement, les problèmes se trouvent à 2 niveaux, Fabien. Et je suis très fier, je suis très content que vous ayez découvert cela. Les problèmes se trouvent d'abord dans le fait que la personne de Denis Kadima lui-même s'enferme sur le processus. Donc, il croit qu'il peut tout réussir, il peut tout résoudre seul. Donc, il s'en fiche des autres membres, il s'en fiche d'autres plateformes, il s'en fiche d'autres parties prenantes qui peuvent interagir avec lui dans la réussite de ce processus, croyant que, comme il a la confiance, c'est ça le deuxième élément. Donc, le premier élément, c'est lié à sa personne, c'est lié à la manière dont il ne connaît pas les terrains et ne veut pas s'ouvrir à l'ensemble de tous les acteurs clés. Je pense que le deuxième problème, je le dis en toute objectivité, c'est le fait que Denis Kadima est rassuré de l'appui du chef de l'État. Le fait que Denis Kadima... Ce que vous dites là, ça vient d'où là? Non, le chef de l'État, le président l'a dit. Je ne veux pas citer les médias, mais le président, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'a dit pas une seule fois que Denis Kadima était le meilleur des meilleurs, était le bon parmi les meilleurs. Donc, quel est le média qui avait reporté, qui avait relayé ça? Non, vous le savez, il a parlé ça sur France 24 et sur RFI. Il y a combien d'années? Non, l'année passée, donc il a dit ça. Et puis vous vous souviendrez, Fabien. Vous pensez que c'est ça la principale raison? Non, ce n'est pas. Il vous souviendra aussi qu'avant que les chefs de l'État prennent... L'avantage que j'ai, je suis tous les détails du processus. Avant que les chefs de l'État prennent l'ordonnance portant investiture de Denis Kadima, il avait pris 6 minutes, 12 secondes à la RTNC pour expliquer pourquoi il veut nommer Denis Kadima, alors que ça rentre dans ses prérogatives régaliennes. Le président de la République, il peut nommer qui il veut. Ne faites pas la digression. Non, c'est pas la digression. J'étais en train de revenir. Revenons au sujet. S'il vous plaît, Fabien. Non, mais je ne veux pas quand même vous laisser raconter n'importe quoi quand même. Et il faut que Denis Kadima... Soyez objectifs. Nous sommes en train de objectivement analyser la situation. Tout à fait. Mais vous nous sortez déjà du cadre. Là, je suis là pour recadrer les choses. Au risque de créer la confusion dans les têtes des gens. Il se pose un problème dans la diaspora au cours de ces opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. La diaspora qui n'a pas encore obtenu le passeport, bien qu'ayant payé, avec les preuves de paiement, est confrontée à ces soucis parce que les passeports ne sont pas encore arrivés. Donc, ils ont un problème de se faire enrôler. 2. La diaspora ngundiste, au Babouaka, qui ont pris la nationalité de, 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 pays d'accueil. Mais qui ont les soucis maintenant de revenir. Mais qui ont les soucis maintenant de revenir. Et là, en difficulté. Parce que Babouaka, maintenant, Balingi Bazonga, Mboka, ils veulent se faire enrôler. 3. Ils ont les soucis maintenant de revenir. Et là, en difficulté. Parce que Babouaka, maintenant, Balingi Bazonga, Mboka, ils veulent se faire enrôler. 4. Ils ont les soucis maintenant de revenir. Et là, en difficulté. Parce que Babouaka, maintenant, Balingi Bazonga, Mboka, ils veulent se faire enrôler.
Or, il y a un problème là-bas, les cartes se renouvellent à une échéance, ainsi de suite. Il y a des vrais problèmes. Et ceux qui veulent aussi postuler, les potentiels candidats. Il a tenté de répondre à certaines questions. On aura peut-être des vidéos et des réponses à ces préoccupations. Mais l'engouement qu'il y avait dans la diaspora, du moins dans les pays choisis, elle est en train de baisser d'un cran parce que les conditions ne permettent plus à certains Congolais de se faire enrôler. Est-ce que vous en faites aussi une préoccupation, la coordination d'experts de la société civile? Oui, nous avions relevé à l'époque 3 éléments. D'abord, nous étions les premiers. C'est grâce à nous, Fabien, je peux le dire devant des caméras. C'est grâce à nous parce que nous avons saisi la Cour constitutionnelle sur l'inconstitutionnalité de cette décision-là, d'avoir choisi autant de pays et laissé les autres. C'est après notre requête à la Cour constitutionnelle que finalement on s'est rendu compte qu'on était en train de violer l'article 12, si je ne m'abuse pas, de la Constitution, où la Cour constitutionnelle va donner un arrêt permettant à la CENI de faire l'enrôlement des Congolais de l'étranger. Parce que la CENI n'a aucune prérogative constitutionnelle pour faire la ségrégation de certains Congolais qui doivent être enrôlés et ceux qui ne doivent pas être enrôlés. Heureusement, la Cour s'est prononcée, nous avons accepté, nous continuons à suivre et nous sommes fiers que la Cour constitutionnelle ait donné finalement ce mandat à la CENI. C'est ce que nous voudrions seulement qu'on puisse corriger. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? L'enrôlement des Congolais de l'étranger, ce n'était pas une priorité. On ne devrait même pas l'inscrire avant. Puisque l'incidence des Congolais de l'étranger sur les fichiers électoraux congolais n'a pas beaucoup de poids parce qu'ils relèvent seulement d'une seule circonscription électorale. Ils ne vont pas élire les députés nationaux, provinciaux et d'autres. Ils vont seulement, ils sont dans la circonscription unique du chef, qu'on appelle la circonscription de l'élection présidentielle. Donc, il n'y avait aucune raison de se presser pour aller faire l'enrôlement des Congolais de l'étranger. Ils pouvaient venir après et ils n'auraient aucune incidence, comme je viens de le dire, sur le poids du fichier électoral, étant donné qu'ils sont dans la seule circonscription unique du président de la République. Deuxième chose, à l'intérieur, ici, nous l'avions dit, il se posait déjà des problèmes pour pouvoir identifier qui est Congolais et qui ne l'est pas, conformément aux mesures d'application de la loi portant identification et enrôlement des électeurs, qui précisait qu'il faut présenter 3 témoins. 3 témoins qui doivent justifier que vous êtes Congolais. Et dans des provinces où encore la situation est plus plausible, il faut qu'il y ait l'approbation du chef d'avenir ou du chef de groupement pour attester effectivement que ce monsieur ou cette dame est congolaise et de notre groupement. Mais ici à Kinshasa, les problèmes se posaient déjà. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est une recommandation que nous avons donnée à la CENI. Les opérateurs de saisie prenaient n'importe quelle carte. On prenait les numéros, on met sur la fiche, on prend 3 ou 4 cartes, on met sur la fiche et on enrôle quelqu'un, on lui donne sa carte d'électeur. Donc, il y avait déjà un risque de bradage de la nationalité et de contrôle des vrais Congolais, même ici à Kinshasa. Donc, vous voulez dire qu'on a enrôlé beaucoup d'étrangers? Non, je suis convaincu à 100% qu'on a enrôlé des étrangers. Et je peux le prouver. Peut-être que ce n'est pas le moment. Nous avons fait un monitoring. Ça, c'est un premier élément. Donc, à l'étranger, vous êtes... Si vous avez des preuves, là, il faut qu'on retire les cartes à ces étrangers. Oui, il n'y a aucun problème. On le fera quand on fera le processus de nettoyage et d'audit du fichier électoral. Puisqu'après avoir consolidé toutes les données, on doit faire un audit du fichier. Vous vous souviendrez qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelait même les, j'ai dit, serveur central, quelque chose comme ça. Quand on va faire l'audit du fichier électoral, on fera le nettoyage. À ce moment, on peut extraire les doublons, on peut extraire les étrangers et tous ceux qui ne sont pas en règle. Ça serait un audit interne ou externe? Les deux à la fois. On peut faire un audit interne d'abord au niveau de la CENI et pour donner la crédibilité au niveau international de ces fichiers, généralement, on fait recours à l'OIF. Mais pourquoi vous voulez l'audit externe pour donner crédibilité à une matière qui est entièrement congolaise et exclusivement congolaise? Non, je ne comprends pas là. En même temps, vous ne voulez pas que les puissances étrangères puissent s'immiscer dans les affaires intérieures du pays. Vous voulez en même temps que pour qu'une histoire ait du crédit, il faut que les étrangers viennent vous donner un quitus. Non, vous avez raison sur les 2 aspects. La question électorale relève de la souveraineté d'un pays. Chaque pays est libre par rapport à cette question électorale. Chez Kagame, là, est-ce qu'on invite l'OIF pour venir
auditer le fichier électoral? Mais il y a ce qu'on appelle l'observation internationale. Et donc, c'est un principe. Chaque pays, c'est une matière de la souveraineté nationale. On édicte la politique ou les politiques en rapport avec les élections dans les pays selon les grandes options, selon les options fondamentales de chaque nation. Mais un regard sur la manière dont le processus se déroule, c'est ouvert pour finalement qu'on puisse avoir plus de crédibilité. Ça n'entache à rien les processus ou les politiques. Ça ne peut pas influencer négativement, ça ne peut pas faire modifier même le système électoral qui est mis en place, mais on demande toujours à ce qu'il y ait un œil extérieur qui va venir regarder ce qui se passe. Et généralement pour notre pays, c'est l'Organisation internationale de la francophonie qui audite les fichiers, mais on peut décider aussi que ce soit la SADC qui peut auditer ces fichiers-là. On peut décider que ce soit la CAC ou toute autre organisation régionale qui peuvent jeter un coup d'œil pour se rassurer effectivement que tout est potable, que tout répond aux normes et aux standards internationaux. Donc c'est un principe universel sur des questions électorales. Est-ce qu'on ne peut pas briser les normes et les standards. Faire recours une expertise extérieure pour auditer le fichier électoral? Non, je viens de le dire, Fabien. Donc, l'audit extérieur par rapport au fichier électoral ne va rien entacher par rapport à tous les processus. Et ça ne peut même pas influer sur les différentes opérations. Parce que le système électoral de chaque pays est dicté par les politiques de ces pays-là. Donc, il vient seulement pour regarder les fichiers électoraux, après avoir été audité, après avoir consolidé les données, après avoir extirpé effectivement les doublons et tous les autres cas irréguliers. À ce moment-là, on présente un fichier électoral et une organisation extérieure peut jeter un coup d'œil. Ce n'est pas pour eux aussi qu'on accepte des observateurs étrangers, des observateurs internationaux venir. Et vous avez suivi même le président de la CENI, même Denis Kadima. Il est parti en Europe, il est parti par-ci, par-là, pour essayer de demander à ce qu'on puisse être en mesure de jeter un coup d'œil pour donner plus de crédibilité par rapport au processus. Plus de crédibilité. Oui, oui. Donc vous êtes moins crédible à l'interne. Non, si je dis plus de crédibilité, je dis la crédibilité, elle est déjà là. Mais c'est quelque chose seulement de plus pour que finalement on respecte les normes et les standards pour voir si effectivement on est en train d'avancer très bien par rapport à cela. Je comprends que le chemin est long. Jusque-là, on ne s'accepte pas. Il faut que les autres donnent aussi le quitus. Alors, on ferme la parenthèse. Dans l'autre ère opérationnelle, je crois que c'est la 3e qui englobe les Grands Kivu et d'autres provinces. Il y a des zones, d'abord pour les déplacés, on a annoncé, ils peuvent s'enrôler et quand ils rentreront chez eux, ils voteront là chez eux. C'est une mesure exceptionnelle. Et vous êtes au courant? Oui, non, je suis au courant. Nous avons... Alors, mais non, la question que je pose. Dans les endroits occupés par les Rwandais, leurs milices là, comment on va le faire? Oui, nous avons eu des échanges avec l'honorable Muhindo, qui est, je crois, le rapporteur adjoint de la CENI, sur cette question des mesures que la CENI a prises par rapport à cette zone opérationnelle 3. Il y a beaucoup de problèmes qui se dégagent là-bas. D'abord, dans les recommandations, vous m'avez posé la question, nous avons demandé à la CENI de rendre publique la cartographie électorale. Mais jusqu'à ce jour, nous continuons à demander, mais la CENI ne veut pas rendre publique cette cartographie. Ce qui fait que vous arrivez... C'était une obligation avant d'amorcer l'identification et l'enrôlement des électeurs. Bien sûr, pour la transparence du processus. Pourquoi ça traînait? À votre humble avis, c'est quoi? Non, je ne sais pas, je ne veux pas dire ce que je pense pour le moment, mais je sais quelle peut être la raison principale. Parce que quand vous regardez la manière dont on a fait la répartition des centres d'inscription qu'on a ajouté à la CENI, de 19 540 combien à 22 000 quelque chose de centres, les nombres là de 3 000 qui ont été ajoutés ou de 2 000 je crois, on a fait une mauvaise répartition. On devrait faire la répartition de cette différence là en fonction de toutes les provinces, mais on a affecté à certains endroits plus de centres qu'ailleurs. Ça, ce n'est pas un problème. On y reviendra un jour sur le plan technique. Mais qu'est-ce qu'on remarque maintenant? Les gens dans des provinces, ce n'est pas comme ici à Kinshasa. Pour que quelqu'un sache où doit se faire enrôler, il est obligé de parcourir autant de kilomètres. Mais si on avait publié cette cartographie électorale bien avant, ça permettrait à ce que
non seulement la société civile, les partis politiques, mais tous ceux qui sont impliqués dans les processus, de pouvoir dire, vous avez fait une cartographie, mais regardez qu'à tel endroit, il y a une forte agglomération, mais vous avez oublié de placer un centre d'identification d'enrôlement dans ces coins-là. On pouvait dire à la CENI, regarde qu'aujourd'hui, il y a des endroits où les gens doivent parcourir 15-20 km. Quelqu'un qui doit faire 15 km à pied ou 20 km à pied pour aller s'enrôler. Oui, il y en a au sud Kivu. Si on prend dans les territoires de Walungu. Comment vous l'avez su alors que la cartographie n'est pas publiée? Effectivement, c'est par rapport à notre rapport de surveillance où les gens nous disent, voici, nous sommes à Luntukulu, nous sommes en Zibira, mais pour nous enrôler, nous devons aller à Moulamba, nous devons aller à tel endroit. Je sais que vous ne connaissez pas ces coins-là. Je connais les coins. Voilà, heureusement, vous avez sillonné presque toute la République, Fabien. Ouchagalou, je connais mon pays. Je sais que vous connaissez ces côtés-là. Oui. Et donc, les gens doivent faire 15 km. C'est ça la conséquence de n'avoir pas publié cette cartographie bien avant. Et il y a des endroits par rapport au découpage de la décentralisation dans les provinces. Vous trouvez les gens qui sont dans les territoires de Walungu, mais dans leur fief là, on n'a pas mis un centre d'identification enrôlement des électeurs. On a mis un centre dans les territoires de Kabare. Et donc les gens sont obligés de quitter les territoires de Walungu pour aller s'enrôler dans les territoires de Kabare. À ce moment, la conséquence va être laquelle? C'est ce qu'on vous communique de là ou c'est ce que vous avez lu sur le papier? Non, les faits sont vrais, Fabien. À Kankinda, et directement, les gens sont en train d'aller s'enrôler dans les territoires de Kabare vers Nzibira, la partie limitrophe. Je peux vous donner même les noms, je peux vous donner les centres et les nombres d'enrôlés qui sont déjà partis de ce côté-là. Ce qui va me permettre de répondre à la question du Nord Kivu. Et donc, la conséquence de n'avoir pas publié cette cartographie électorale, ça va faire l'effritement, ça va faire l'émiettement de certaines voix dans ces territoires au profit de notre territoire, et la conséquence directe va être dans les déséquilibres de la répartition des sièges. Parce que, étant donné que la répartition des sièges, selon le système électoral congolais, se base sur le nombre d'enrôlés. Et donc, un territoire qui aura eu beaucoup d'enrôlés aura plus de sièges que l'autre. Or, la conséquence de n'avoir pas publié cette cartographie, il y a un territoire qui va avoir plus d'enrôlés, mais des enrôlés qui ne sont pas de ce territoire-là, qui viennent de notre territoire. Et donc, le territoire qui bénéficiera plus d'enrôlés au détriment de l'autre, il va avoir plus de sièges qui devraient revenir dans l'autre côté, et ça fait un déséquilibre, et la conséquence directe sera la contestation des gens qui va survenir. Et nous, notre rôle comme gardien de ces valeurs, nous devons être en mesure de prévenir, d'alerter que voici ce qui va venir, ce qui va arriver après. Je l'avais dit, je crois que vous m'avez réussi, j'en profite pour vous remercier, que les gens n'ont pas encore vécu de contestation, les gens sont encore dans la romance, mais quand on va faire la répartition des sièges, vous allez voir ce qui va être dans ces pays. Il y a beaucoup de circonscriptions, je l'ai dit haut et fort, puisque je connais A plus B égale C, B plus A égale C. Donc vous avez dans votre écran prophétique déjà le chaos. Non, ce n'est pas un écran prophétique. Comment pouvez-vous imaginer, par exemple, disons pour la ville de Kinshasa, le nombre de sièges qu'ils ont. Et lorsqu'on va faire la répartition des sièges, Kinshasa se retrouve avec un déficit de 4 sièges ou de 5 sièges. Les politiques ne vont pas accepter cela. Comment pouvez-vous imaginer que, par exemple, le territoire de Lupatapata, qui a toujours eu 5 sièges ou 4 sièges durant tout le processus, il se retrouve avec 3 sièges. Tout simplement à cause de l'enrôlement et à cause de la cartographie électorale qui a été déséquilibrée. Les gens ne vont pas accepter. Au Nord Kivu, qui a toujours eu autant de députés, il se retrouve avec... Mais tout est fonction également de nombre d'enrôlés, tout est également fonction de... si les gens s'abstiennent ou refusent d'aller s'enrôler, comme le FCC a donné le mot d'ordre, si les gens ne vont pas voter en masse, alors comment voulez-vous que le nombre de sièges reste le même? Non, le nombre de sièges, c'est vrai, ne va pas rester le même parce que ça ne va pas rester le même parce qu'effectivement, le nombre d'enrôlés a diminué par rapport à cela. Oui. Parce que la CENI prévoit avoir, je crois, 50 millions, 51 millions 234 enrôlés, électeurs. Ce qui fait que la répartition des sièges va se baser sur 100 000 enrôlés pour avoir un siège. Mais qu'est-ce qu'on remarque par rapport au fonctionnement des partis politiques, d'où je vais vous dire que ce que vous venez de dire n'aura pas d'incidence. Il n'y a aucun parti politique congolais aujourd'hui qui peut dire à l'ensemble du monde
ou qui peut dire à l'ensemble de la nation, ils ont combien de militants. C'est-à-dire, si le FCC a demandé aux gens de ne pas se faire enrôler, c'est leur position, je l'accepte, mais ça n'aura pas d'incidence sur la suite du processus parce que aujourd'hui, je viens de le dire, et vous êtes d'accord avec moi, Fabien, qu'il n'y a aucun parti politique congolais, je l'avais encore dit lorsqu'on parlait de l'IDP à un moment, qui peut dire, bon, nous avons au moins 1 million de membres. Et comme nous avons 1 million de membres, le fait que nous avons donné un mot d'ordre pour que nos membres ne puissent pas s'enrôler, ça veut dire que les 1 million là, ce sont nos membres. Ce qui ne sera pas le cas. Donc, il est difficile scientifiquement et d'une manière rationnelle, d'une manière compréhensible, qu'il y ait un parti politique qui va venir dire à l'ensemble de la population que non, nous avons fait bloquer parce que nos militants n'ont pas été enrôlés. Par contre, si effectivement on dégage que sur 5 millions ou sur 18 millions d'enrôlés qu'on attend dans l'ère opérationnelle, je crois 18 millions ou 19 millions, dans l'ère opérationnelle A01, on trouve qu'il y a un déficit de 2 millions d'enrôlés ou de 3 millions d'électeurs. Ah, là, ça pose un problème. On peut dire effectivement que ces militants-là, ces gens qui n'ont pas été enrôlés, appartiennent à ceux qui ont donné les mots d'ordre. À ce moment-là, ça aura de l'incidence sur les fichiers électoraux et la répartition des sièges. Mais l'incidence réelle négative résulte dans l'attribution des centres d'enrôlement et d'identification. Parce que les centres d'enrôlement et d'identification constituent les clichés de ce que seront les sites ou les bureaux de vote ou les centres de vote. Donc, naturellement, si on a dans un coin 14 centres d'enrôlement, obligatoirement, il y aura 14 bureaux de vote. Effectivement. On ne peut pas multiplier. Non, c'est difficile. Parce que les éléments constitutifs pour qu'on puisse cibler un centre d'inscription se résument sur 2 éléments, les groupements et l'agglomération. Donc le fait qu'on a déjà attribué ces centres, il n'y aura pas un élément nouveau, sauf pour des cas où il y a des modifications. Comme je viens de parler, on doit recourir à 15 km ou à 20 km. Et vous avez dit, on termine par là, que les politiques ne vont pas accepter qu'il y ait, par exemple, diminution du nombre des sièges ou réduction du nombre des sièges à Kinshasa. Ils vont s'en prendre à qui? Non seulement à Kinshasa, mais dans les provinces aussi, ça risque d'être comme ça. Parce que là où on va avoir un nombre gonflé ou un nombre réel des enrôlés, lors des élections, lors des scrutins, si on a prévu, il y a des normes, il y a des standards sur lesquels on ne peut pas déroger, le nombre d'électeurs par bureau de vote est connu. On ne peut pas aller au-delà ou en dessous de cela. On peut aller en dessous, mais pas au-delà. Donc, ce qui fait que scientifiquement, si on a enrôlé dans tel centre 1 million d'enrôlés, ce qui fait que lors des votes, lors des scrutins, si on vous dit que ce coin-là a amené 1 million de votes, scientifiquement et objectivement, personne ne peut nier cela. Toutes ces contributions, pourquoi vous ne les donnez pas dans les réunions des cadres de concertation, société civile, CENI? Pourquoi? Effectivement, c'est pourquoi nous continuons. Et merci pour Télé 50 parce que vous nous permettez de porter cette voix-là. Ces cadres de concertation n'existent pas. Il faut que la CENI puisse l'instituer. La CENI, si elle refuse, ça va les rattraper d'une manière ou d'une autre. Ces cadres, ça peut être organisé sans casse-croûte, sans un jeton de participation quand même. Vous pouvez accepter? Non, bien sûr, on l'accepte volontiers. Ici, je suis ici sur votre plateau. Vous m'avez donné ça gratuitement. Je suis venu avec mon propre argent de transport. Pourquoi ne pas contribuer pour l'intérêt du pays là où il faut donner quelque chose de plus, de meilleur pour soi-même? Donc, je le ferai volontairement et tous les gens le feront. Ceux qui vont au palais du peuple lorsqu'il y a des séances de sensibilisation, ils payent leur carburant, ils y vont pour l'intérêt supérieur de la réussite du processus. Et nous, comme nous sommes intéressés au plus haut point et dans les moindres détails du processus électoral, on est prêt à contribuer, à donner le maximum de nous-mêmes pour que le processus puisse réussir parce que, je l'avais dit, et j'en profite peut-être par là que je vais terminer, à moins que vous me posiez encore une autre question. Si la CENI ne modifie pas des choses, ne s'adapte pas aux observations qu'on est en train de donner, elle va devenir une menace politique pour la nation à côté, je ne dis pas au même titre que les M23, mais à côté du M23, parce que les frustrations d'ordre politique, Fabien... Apparemment, cette comparaison, est-ce que ça vaut la peine? Non, elle est valable, M23, Fabien. ce sont les Rwandais qui nous agressent, non?
Bon, disons par rapport à la... À part les quelques vendus congolais qui sont placés, Ngoma et quelques le Valais. Mais M23, c'est l'étranger qui nous agresse. Oui, je sais très bien, Alors, Fabien, que... Comment vous faites une déduction dangereuse comme ça? Non, elle n'est pas dangereuse. Par contre, je crois qu'il faut encore trouver des termes forts. Les frustrations d'ordre électoral, Fabien, sont plus dangereuses que les frustrations d'ordre politique. Et je peux donner quelques cas en Afrique ici. Vous avez vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire lors des élections. Nous ne sommes pas la Côte d'Ivoire? Non, nous ne sommes pas la Côte d'Ivoire. Effectivement, c'est pour cette raison que nous voulons prévenir qu'on n'arrive pas à ce qui est arrivé. Merci, M. Galoussa. Ce qui s'est passé au Kenya, ce qui se passe au Zimbabwe, ce qui se passe ailleurs pour des élections. Donc, les frustrations d'ordre électoral sont plus dangereuses que les frustrations d'ordre politique. Et la CENI doit éviter d'être une menace politique pour toute la nation. Voilà, et elle ne sera jamais, vous le savez. Alors, toutes ces contributions, si réellement vous aimez le Congo, faites-les parvenir au Biokadi. Même si ils les lisent sans vous répondre, vous aurez les mains nettes. Moucha Galoussa Chirouza, Dieudonné, merci d'être venu. Merci de votre contribution détail à ce processus électoral que nous voulons tous crédible, transparent et porteur. Et apaisé. Porteur de beaucoup d'espoir. Ce qu'ils attendent à Yoté, parce que les intérêts de votre nombril ne sont pas là, ne mettez pas le feu à la case. Demain, ce sera peut-être votre tour. À chacun son tour chez le coiffeur, m'a dit un jeune politique. Il est là, il n'est dans aucune institution, mais il vit. Nous sommes là, nous sommes dans un média privé, nous nous battons et nous servons la République. Bonne journée, je dirais même excellente journée. On vous retrouve demain avec le même plaisir. Au revoir.